Dans cet épisode, je vous donne un condensé de conseils Facebook Ads, mais pas sur n'importe quel point, sur la stratégie créa. C'est-à-dire la méthode scientifique pour analyser, idéaliser puis produire de bonnes publicités à une époque post-Andromeda. Il y a quelques mois de ça, j'ai reçu à 2 reprises notre stratège créatif senior en Facebook Ads chez G7 Media dans un entretien de quasiment 2 heures. Et je me suis dit qu'un épisode avec quelques extraits seulement vous aiderait à appliquer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace sur votre compte. Dans cette vidéo, vous aurez la réponse aux questions suivantes. Quelle est la différence entre un media buyer et un stratège créa en 2026 ? Quelles sont les colonnes et métriques qu'il regarde pour analyser un compte Facebook Ads ? Comment priorise-t-il les angles publicitaires dans ses prochains tests en publicité ? Et ensuite, comment il construit ses briefs créa pour éviter la perte de temps. On démarre tout de suite. Ça va être quoi la grosse différence entre une analyse de media buyer sur un compte et ton analyse à toi ? Alors, sans chercher à être médisant sur le travail du media buyer qui est de toute façon très important, la vérité c'est que c'est quand même un domaine qui s'est énormément simplifié aujourd'hui. On ne fait pas d'achat média en Facebook Ads actuellement comme on en faisait il y a 5-6 ans en arrière. Donc moi j'en ai fait pendant plus de 10 ans, j'ai pu apprécier l'évolution du media buying en Facebook Ads. Aujourd'hui, quand on connaît bien ses KPI, quand on connaît bien le fonctionnement de Meta et de l'algorithme, une grosse partie du travail, ça va être beaucoup d'arbitrage finalement, de l'arbitrage entre les campagnes, entre les audiences, entre les publicités. On va toucher au budget, on va activer ou désactiver une publicité en fonction de ce qu'on veut tester, des résultats. Mais sur le plan purement créa, la plupart des media buyers vont simplement regarder les performances, la partie visible de l'iceberg. Ils vont regarder vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, couper de manière simple ce qui ne marche pas de manière évidente, donc en fonction des coûts d'acquisition, des ROS, etc. Et puis, ce qui marche très bien, ils vont chercher à le scaler et demander ensuite aux créatifs, graphistes, créateurs UGC, etc., de produire des variantes, des déclinaisons, des publicités qui ont très bien fonctionné. L'ennui, c'est que quand on ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière ça, quand on ne cherche pas à comprendre ce qui fait que cette publicité marche, on tourne en rond, en fait. On va créer des variantes, de variantes. Ce qui aurait pu encore marcher il y a quelques années en arrière, mais avec Andromeda aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Les variantes, souvent, ne vont pas assez loin, justement en termes de variation, d'une part. D'autre part, c'est vraiment le persona aujourd'hui et l'angle marketing qui vont déterminer qu'une publicité va marcher ou pas. Et puis, c'est aussi la possibilité d'aller chercher davantage de business. Parce que quand on tourne toujours autour des mêmes publicités, on tourne toujours autour des mêmes parts d'audience. Des mêmes segments, ouais, je suis d'accord. Toujours les mêmes segments d'audience. Quand on ne va pas creuser la question des angles marketing, du persona, du marché, du coup, il y a potentiellement des parts d'audience qu'on ignore. Une chose, par exemple, que je trouve très intéressante. En Facebook Ads, n'importe qui peut faire ça, c'est une fonction très simple. On va dans son Ad Manager, on sélectionne une période, on sélectionne des publicités qui ont bien fonctionné, et on affiche tout simplement dans ces colonnes une répartition démographique, âge et genre. On va voir que souvent, ce sont les hommes ou les femmes de tel âge à tel âge qui vont générer le gros de la performance. Et à côté de ça, on va voir que certaines autres parts d'audience génèrent des résultats moins bons, mais ces résultats existent quand même. Et là, la question, c'est est-ce que ces résultats sont moins bons parce que ces audiences-là ne sont pas les audiences les plus pertinentes pour nous en tant que marque ? Ou est-ce que ces audiences-là sont moins performantes parce que ces audiences-là ne se reconnaissent pas dans la publicité parce qu'elle n'a pas été adaptée pour ces parts d'audience-là? Et c'est aussi ça la stratégie créa. En fait, pour moi, il y a 3 KPI qui sont hyper intéressants, mais qui s'alignent en fait les uns avec les autres, qui sont le hook rate, le taux de clic et le click to purchase ou le click to lead. Le clic pour action. En fait, c'est un taux de conversion, tout simplement. Ouais. Sauf qu'il n'est pas basé sur les vues de page de destination et derrière les leads transformés ou les achats, mais il est basé sur les clics publicitaires. Moi, je trouve que c'est un KPI hyper important parce qu'on peut avoir, par exemple, un hook rate, c'est-à-dire un nombre de vues de 3 secondes minimum sur une publicité et un taux de clic qui peuvent être très élevés, très importants et donner le sentiment du coup que la publicité est hyper performante. Voilà, ouais. Mais derrière, avoir un taux de transformation qui va être hyper faible, ce qui peut avoir plusieurs significations. Dans un cas, on peut très bien se dire que le message est trop diffus et qu'il y a du déceptif entre le moment où la personne clique sur la publicité et le moment où elle arrive sur la landing page. On peut aussi attirer tout simplement la mauvaise audience et du coup générer des clics qui sont peu qualifiés. Ou alors peut-être aussi que finalement cette publicité, si on parle d'une publicité vidéo, ça va être une publicité qui va avoir un fort impact en haut de funnel, mais qui va ensuite faire la passe à une publicité de type statique qui va générer la transformation. D'accord. Donc finalement, tout ça, c'est des éléments qu'il va falloir un petit peu analyser pour essayer de déterminer dans quelle catégorie on se situe
pour déterminer en définitive si cette publicité-là est pertinente ou pas. Aujourd'hui, on est en capacité d'identifier les vraies top publicités d'une marque, là où avant, on se contentait de se dire si cette publicité que j'identifie dans les bibliothèques méta est diffusée depuis 4 mois, c'est qu'elle doit être performante. D'un compétiteur, on parle pas de ton client. Exactement. Or, étant donné qu'on est capable désormais, avec certains outils, de mesurer les dépenses d'une publicité dans la bibliothèque méta, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les publicités les plus anciennes sont généralement anciennes parce qu'elles dépensent quasiment pas. En fait, en media buying, on le voit, il y a 1 ou 2 pubs qui vont tracter toute la campagne, voire le compte, qui vont prendre le gros des dépenses. Toutes les autres publicités vont dépenser même quelques centimes par jour. Donc ces publicités qui sont là en fait depuis des mois et des mois ne sont pas là parce qu'elles sont très bonnes et très performantes. Elles sont là parce qu'elles dépensent tellement peu que le média buyer ne voit pas d'intérêt à les couper. Et elles laissent tourner parce qu'elles ne sont pas gênantes. Voilà. Donc, pour vraiment identifier les plus performantes, on va recouper 2 informations. Leur longévité, mais associée au plus haut niveau de dépenses quotidien. Quand on a ces 2 informations, là, on a trouvé les publicités gagnantes des compétiteurs. On les identifie, on se les met de côté, on se les analyse. Et quand on les regarde, là, on va identifier 2 choses. 1, c'est pas parce qu'elles sont performantes qu'on peut pas les améliorer. Et 2, comment on peut les répliquer pour la marque de notre client. Et ça, ces 2 types de publicités-là, c'est les 2 types de publicités qui vont le plus vite à faire parce que, en fait, le travail a déjà été fait. Il y a juste quelques mineures corrections à réaliser pour pouvoir les produire pour notre marque et les diffuser derrière. Et ces publicités-là, potentiellement, elles sont censées quand même bien fonctionner. C'est quoi les caractéristiques parfaites qu'on doit retrouver dans ce brief pour éviter les allers-retours qui forcément prennent des jours, prennent plus des heures ou des après-midi, peu importe, mais te font perdre du temps entre le moment où j'ai besoin de ces pubs, elles sortent, je les lance. Parce que aussi, accessoirement, il peut, je trouve, y avoir une dilution entre ce qu'un média buyer demande et ce qui sort de la créa. Donc toi, est-ce que tu as des conseils là-dessus? Parce que je sais que beaucoup de gens nous demandent justement comment faire des bons briefs créa. Oui, complètement. Alors, du coup, ça m'amène à introduire ce que j'appelle le backlog. Le backlog, c'est un outil. Donc moi, je l'ai construit, j'en ai construit un particulier pour J7, que je duplique pour chaque nouveau client pour lequel je travaille en stratégie créa, et dans lequel je vais lister un certain nombre de choses. Déjà, je vais lister les affirmations. Les affirmations, c'est quand... à l'inverse de ce qu'on disait lors du premier épisode sur la partie macro, lorsque j'ai suffisamment de data tangible pour pouvoir affirmer que tel angle marketing est le plus performant, je le sais, donc du coup, je vais le lister dans cette colonne affirmation. Du coup, je sais que derrière, je vais pouvoir le réexploiter à fond. À côté de ça, j'ai mes hypothèses, c'est-à-dire qu'inversement, j'ai le sentiment que tel angle est très performant ou un gros potentiel de mise à l'échelle, mais il y a un doute du fait qu'il y avait un biais sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas assez de dépenses ou on en a parlé, de publicité, etc. Donc, du coup, je vais avoir l'hypothèse que cet angle est potentiellement celui qui a le plus gros potentiel de mise à l'échelle, mais il mérite d'être testé davantage avant de pouvoir le basculer dans ma colonne affirmation. Donc, du coup, à côté, je vais avoir une autre colonne qui va être la justification. Qu'est-ce qui me permet de justifier que cet angle a du potentiel? Donc, je vais expliquer que lors de mon analyse, j'ai identifié tel facteur, tel facteur, tel facteur, qui montre qu'il a du potentiel. Du coup, à côté, je vais avoir une méthode de vérification. Comment je me propose de vérifier mon hypothèse? Donc, si j'ai identifié qu'on a toujours le même type de publicité, c'est-à-dire un petit peu la même mise en forme pour toutes les publicités ou une grosse majorité des publicités sur cet angle-là, je vais me proposer du coup de tester de nouvelles publicités, mais en variant les types. Et du coup, je vais lister un certain nombre de types de publicités qui me paraissent pertinents pour cette publicité-là. On a donné des exemples un petit peu classiques sur l'épisode précédent. Avant-après, problème-solution, S versus M, démo, etc., etc. Donc ça va me permettre du coup de savoir comment je vais travailler mon hypothèse. À partir de là, je vais pouvoir ensuite lister des concepts. Ces concepts créatifs vont donner lieu au brief que tu viens d'évoquer. Mais avant d'écrire le brief, il faut déjà identifier le concept. Comment je me propose, dans les grandes lignes, d'aborder ma ou mes créas, celles qui vont venir vérifier cette hypothèse. C'est un petit peu comme le synopsis d'un film, si tu veux, avant d'écrire le script. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur Facebook Ads. Sachez d'ailleurs que Julien est l'un des intervenants réguliers sur la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation à haut niveau sur Facebook Ads. Donc, si vous avez envie de jeter un œil, j7academy.com. Et sachez que je vous laisse dans les notes de l'émission les 2 épisodes entiers de ces passages si vous avez envie de creuser. C'est tout pour cette fois et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.